parole à Louis, qui pourra peut-être dire un mot supplémentaire sur les doux rêves de mon ami Olivier, et surtout ensuite présenter Greg, puisque tu le connais encore mieux que moi, et son travail aussi, et ensuite on passera la parole à Greg. Alors, je crois qu'effectivement, dans les processus d'intelligence collective, il y a cette phase du rêve, cette phase de l'intention. Il y a même un processus d'intelligence collective qui s'appelle le rêve du dragon, où on fait poser à tout le groupe ce serait quoi l'idéal. Puis après, on fait ce serait quoi le monde tel qu'il est, et puis quel est le chemin pour y aller. Et ça, c'est le chemin pragmatique. C'est étape par étape. Comment on fait pour y aller, que ça arrête d'être un rêve. Dans les travaux et les jours, Hésiode, au 8e siècle, écrit quelque chose sur la question de l'espoir et de l'espérance. Il écrit un poème qui raconte l'histoire de Épiméthée et de sa femme Pandore. Que Hésiode écrit ce poème dans lequel il raconte l'histoire d'Épiméthée et de Pandore. Et vous vous souvenez que Pandore est donnée à Épiméthée par Zeus en représailles. Elle est belle, elle est intelligente, elle est curieuse. Et Épiméthée a dans sa boîte tous les maux qui devraient retomber sur l'humanité. La violence, la guerre, la cruauté, la torture, la maladie. Et évidemment, Pandore ouvre la boîte, puisqu'elle est belle, intelligente, drôle, sémillante et curieuse. Et tous les mots se répandent sur l'humanité, et au fond, il y a une toute petite chose qui reste dans le poème. Toute petite chose qui fait presque pas de bruit, qui est l'espoir. C'est le même mot en grec, espoir, espérance, c'est pareil. Il n'y a pas de nuance comme chez nous. Et alors, on peut mettre cette espérance haut dans le ciel et croire toute la vie que Trump va nous sauver, que Memnel va nous sauver, que je sais pas qui va nous sauver. Ça, c'est l'espérance à la con. C'est l'espoir qui sert à rien. C'est l'espoir qui paralyse et qui rend impuissant. Et qui fait accepter le joug sans broncher. Et puis, il y a un autre type d'espoir qui est d'accord. Je sais quel est l'objectif. Hitch your wagon to a star. Je sais où est mon étoile. Mais maintenant, c'est à moi d'y aller. C'est moi qui veux me rapprocher de cet objectif. Tout le travail à faire pour notre système de santé, c'est de se rapprocher de cet espoir, de cette étoile vers laquelle on a envie d'aller, et de ne pas laisser une espérance nous illusionner sur ce que sera demain. Et pour ça, pour faire le bon chemin, c'est le retour au réel dont on a parlé plusieurs fois. C'est de revenir ici et maintenant dans le réel. On part de là et on a envie d'aller là-bas. Et c'est exactement la même chose qu'en science ou en médecine. Quand la théorie est fausse, enfin tout le temps, il faut avoir quelque chose qui nous ramène et nous enracine. Alors justement, je présente Greg au passage, qui est médecin généraliste dans les Hauts-de-France, qui est suspendu, enfin qui a décidé d'arrêter son activité de manière volontaire et qui est suspendu de fait, et qui s'est chargé d'une mission qui était d'essayer de voir qu'est-ce qui émerge spontanément de ce chaos, de cet ordre à l'intérieur du désordre dont parlait Olivier. Quelle est la biodiversité sur le brûlis qui est en train d'émerger un petit peu partout en France, mais partout dans le monde, à partir des cendres du désastre. Et ça, c'est un peu la suite du poème de Pierre Rabhi, vous vous souvenez? Du colibri qui va jeter des gouttes d'eau pour essayer d'éteindre l'incendie. Ça y est, l'incendie, on peut pas l'éteindre. Il est en cours et il brûlera tout. Donc maintenant, notre travail de colibri, c'est de semer des graines sur le brûlis. Et ça, c'est la bonne suite, à mon avis. C'est que maintenant, on voit émerger que partout, des petites pousses sont en train de voir le jour dans le chablis où la lumière peut s'investir. Donc le travail de Greg, c'est d'aller voir ces petites graines et ces petites pousses et ces petits arbres et ces petites choses qui sont en train d'émerger un peu partout et qui nous donnent de l'espoir et qui peuvent donner l'idée aux autres de faire. Parce que là, il y a un moment où il faut arrêter d'être dans les volutes irrationnelles. Il faut faire. Faire pour. Utiliser son pouvoir de, pas son pouvoir sur, son pouvoir de faire. Donc tu vas nous parler un petit peu des initiatives de soins qui sont en train d'émerger un petit peu partout. Merci Greg. Alors je suis là, oui, pour parler de la santé de demain. Ça manque pas de sel. Il y a 2 ans, j'ai commencé à entendre parler de médecine holistique, intégrative, globale. Waouh, tout ça, j'y comprends rien. Alors j'ai demandé à quelqu'un qui m'a dit, c'est simple. Médecine holistique, c'est un mot pour les hippies. Donc toi, tu dis santé globale, c'est beaucoup plus joli. J'aurais pu m'arrêter là.
assez simplement, je vous fais mon chemin, qui est peut-être celui de pas mal de médecins, c'est que j'ai appris la médecine basée, comme ça c'est mieux, j'ai appris la médecine basée sur les maladies. Et c'est comme ça qu'aujourd'hui un médecin sort de l'université, sort de la fac. On va vous demander d'apprendre par cœur 220, 230 maladies, je sais pas à combien on est aujourd'hui. Et en fait, vous allez faire quelque chose de très performant, c'est que le patient va venir avec une plainte. Vous, en tant que médecin, en tant que savant, vous allez amasser toutes ces plaintes, amasser ça en symptômes, faire une hypothèse diagnostique, confirmer ce diagnostic. Et à la fin, c'est merveilleux, vous allez pouvoir donner un traitement. Ça, c'est le rêve de Rockefeller, une maladie, un traitement. Et en tant que médecin, j'ai fonctionné comme ça. Ça marchait plutôt bien. Alors la personne vient pour de l'arthrose, et ben je vais lui donner des antidouleurs, plus de plaintes, ça y est, j'ai gagné. Je suis médecin et je suis bon. Puis des fois ça marche pas. Des fois on n'a pas de réponse. Et donc ce médecin-là qui a appris à dire une plainte, un diagnostic, un traitement, ben, il est le cul sur sa chaise, il n'a pas de réponse. Alors il a une solution très simple, c'est de dire eh ben c'est psychique, c'est dans la tête, tant pis pour vous. Mais c'est pas moi, c'est vous. Le problème c'est vous. Et donc petit à petit je comprends, il y a un mot qui arrive, santé globale. C'est quoi la santé globale? Eh ben je me rends compte que le patient, il vient parce qu'il a trop de tension, et soit je lui donne un médicament pour faire baisser la tension, et Rockefeller me félicite pour ça, soit je m'intéresse à lui. Donc médecine globale, je m'intéresse à la personne qui est en face. Ah tiens, depuis le confinement, t'as arrêté de faire du sport, t'as pris 10 kilos, tu manges salé, tu fumes, parce que t'es tellement stressé que t'as repris la clope, désolé, et ta tension a monté. Eh ben je peux te rajouter un deuxième, un troisième médicament, ou alors je peux te dire, on va travailler ça ensemble, qu'est-ce que tu serais prêt à changer? Ok, tu veux continuer à cloper, c'est pas un problème. Mais on peut peut-être changer des choses. Ça, c'est la médecine globale. Et on se rend compte que la personne en face de nous, non seulement la tension baisse, mais elle perd du poids, elle court, elle marche, elle voit le soleil, elle est plus déprimée, elle a plus de problèmes à dormir le soir. Et on se rend compte qu'on a encore gagné quelque chose sur la médecine. Puis des fois, on n'a toujours pas la réponse. On n'a toujours pas la réponse, et moi, ma médecine, elle est limitée. Ça veut pas dire que j'ai tort, ça veut pas dire que je suis nul, soit je considère que oui, j'ai pas de réponse, donc c'est le problème du patient, c'est dans sa tête, soit je me dis, il y a quelqu'un qui peut m'aider. Et on a des tas d'autres médecines qui viennent y répondre, et Olivier nous en présente une. Il présente d'ailleurs sa médecine à lui, et il va voir la même chose que moi, mais d'un autre point de vue, et il va réussir à y répondre. Et donc, ça va être la médecine intégrative. C'est-à-dire qu'on garde toute ma médecine moderne qui est super intéressante, surtout quand elle est globale, et on rajoute à ça les différentes médecines. Ouais, j'ai compris quelque chose. Puis on va rajouter la médecine holistique, c'est pas juste un terme pour les hippies, en fait, c'est un peu plus compliqué que ça. Holistique, ça veut dire qu'il s'intéresse au corps, c'est bien, qu'il s'intéresse à l'esprit, qu'il va s'intéresser aussi à une dimension, une troisième dimension qui est l'âme, le spirituel. Moi, je suis le docteur Grégory Pamard et je suis aussi Greg de Réinfo. D'ailleurs, pour la plupart d'entre vous, c'était deux personnes très différentes. Vous saviez même pas que c'était la même. Vous découvrez quelque chose. Et quand je suis arrivé à Réinfo, j'ai réalisé que il y avait du spirituel. C'est-à-dire que j'étais face à des gens du spirituel religieux pour certains et du spirituel un peu différent pour les autres, mais en tout cas face à des médecins, des soignants, des gens qui avaient décidé de donner leur vie au service de l'autre, et qui considérait qu'on n'est pas juste un tas de chair en décomposition. Je suis assez d'accord avec ça en tout cas. On n'est pas juste un tas de chair en décomposition. Et je me retrouve, moi, médecin, à plus pouvoir travailler, moi qui voulais servir, à plus servir à rien. On parle souvent des soignants suspendus, on met un grand truc là-dessus, suspendus. On se dit qu'il faut les aider matériellement, c'est très bien, parce qu'il y en a qui en ont vraiment besoin. Des fois, on me dit que je suis un héros. Je suis pas un héros, moi pour l'instant, ça va, je vis très bien. Il y a des gens qui avaient déjà pas 10 € pour finir le mois, qui ont quand même dit stop, qui ont quand même dit ça, c'est pas moi et j'irai pas là. Et pour moi, eux, c'est vraiment des modèles, des exemples, et je les admire beaucoup. Et je sais que des fois, leur plus grande douleur, leur plus grande difficulté, c'est d'être là et de se dire, et je sers plus à rien. Et on m'a employé, j'en suis ravi, on m'a dit, voilà, tu pars avec ton bâton de pèlerin et tu vas aller rencontrer toutes ces personnes qui décident de créer quelque chose. Créer. En fait, pas avec un bâton de pèlerin, avec un téléphone portable, ce qui agace beaucoup ma femme. Elle sait pas ce que je fais, elle, donc elle est pas là ce soir. Enfin, si elle sera là ce soir, j'espère.
Et puis peut-être qu'elle verra le replay, qu'elle se dira, ah, c'est enfin ça que tu fais. C'est pour ça que tu passes des coups de fil. Je savais pas du tout. Et donc, j'y vais. Je commence à sonner à des portes, à rencontrer des personnes. Et la première chose qui me marque, c'est cette synchronicité. C'est toutes ces initiatives qui naissent en même temps. Et ça, dans l'histoire du monde, on en connaît beaucoup des synchronicités. Et il se passe vraiment quelque chose. C'est-à-dire que géographiquement, on se connaît pas. Oui, il y a Réinfo, c'est super. Il y a le CSI, c'est super. Mais il y a même des gens qui se connaissent pas, qui se disent un jour, moi, je vais créer quelque chose d'autre. Il faut qu'on fasse mieux que ça. On peut faire mieux, on va faire mieux et on va le proposer. Et s'il y a synchronicité, c'est parce qu'il y a un vrai besoin derrière tout ça. Bon, il y a un besoin, pour moi, en tant que médecin, de dire, ouais, ok, vous me dites la science. La science, c'est dogmatique, en fait. La science, c'est une religion. Et ce qui est assez triste avec cette religion-là, c'est qu'il n'y a pas de prophète. Ou alors, il y a vraiment quelques prophètes. Mais vous pouvez pas être prêtre de la science aujourd'hui. On vous dit la science, mais on vous dit vous êtes plus scientifique. On vous dit, vous êtes médecin, vous devez croire la science. Mais par contre, vous avez surtout pas le droit, vous, d'être scientifique. J'étais à la Cité de l'Espace hier. C'est un peu cher. Mais j'ai vu ce dessin animé. Pour la première fois d'ailleurs, mon fils de 2 ans et demi a découvert un dessin animé. Un gros ours, c'est merveilleux. Mais ce gros ours, il disait, la science, c'est formuler des hypothèses. Ah non, c'est le pingouin qui dit ça. La science, c'est formuler des hypothèses, trouver des solutions qui soient vérifiables et reproductibles. C'est-à-dire que si on veut avoir une science digne de ce nom, quand on nous donne des réponses, quand on nous dit « oui, mais la science a dit que », il faudrait qu'on puisse le reproduire. Et donc ma deuxième souffrance de médecin, c'est qu'on me dit déjà « la médecine c'est la science, mais t'es pas scientifique ». Ok, je suis allé pleurer après ça. Et qu'on me dit aussi « et ça s'arrête à ça ». Et alors qu'en fait la médecine pour moi c'est une science, c'est aussi un art. Moi je suis artiste. J'aime bien prendre l'exemple de la recette de cuisine. C'est bien qu'il y ait des recettes de cuisine, qu'il y ait des recos HAS, qu'il y ait des sociétés savantes, des gens très intelligents qui aient pensé à faire des recettes pour moi, ça m'aide beaucoup. Ok, c'est gentil. Sauf qu'une fois que j'ai fait votre recette, c'était bon. Merci. Puis je vais la faire un petit peu à ma sauce. Puis je vais changer ça, je mets un peu moins de sucre. J'aime pas trop le sucre, je suis pas addict au sucre. Et puis, un jour même, je fais la même recette que d'habitude et ça marche pas. Et je me demande, c'est trop le goût d'œuf, ton truc c'est pas bon, c'est tout mou. Et puis vous vous rendez compte que vos œufs à vous, ils font pas 50 grammes, ils font 55 ou 60 grammes. Et vous adaptez la recette. Et donc, moi je suis médecin, j'ai un besoin qui est de me laisser être un scientifique et de me laisser être un artiste. Premier besoin. Il y a un besoin pour la population. Se dit les gens aujourd'hui, quel est le problème? Ils ont été jetés. Ici, je pense qu'on est quelques-uns à avoir fait cette expérience-là. Vous n'êtes pas satisfait, vous n'avez plus confiance. Vous n'avez plus confiance en l'hôpital, vous n'avez plus confiance dans votre médecin généraliste, celui qui vous soignait. Parce qu'en fait, il vous a pas écouté. Parce qu'en fait, il s'est pas adapté. Vous lui avez dit, ben non, je veux pas me faire vacciner, j'ai mes raisons, etc. Et il continue à essayer de vous convaincre. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il peut pas m'accueillir? Et on a besoin d'être accueilli. Un tout petit mot là-dessus d'ailleurs, on parle souvent de l'hospitalité du Nord, et honnêtement, vous avez rien du tout à envier à l'hospitalité du Nord. Ici, c'était merveilleux, je vous remercie tous d'ailleurs. Je viens comme un vagabond et on m'accueille dans toute la France, c'est super. Mais être accueilli, ce besoin d'être accueilli. Un constat de faillite du système de santé, on peut plus juste faire ça. Et donc, on cherche à répondre à ça. Et toutes les initiatives, là, mon boulot, ça a été d'aller voir les gens qui décident de créer quelque chose de nouveau et de comprendre qu'est-ce qu'ils avaient en commun. Quoi? Qu'est-ce qu'on fait? Et donc, il y a cette réponse qui revient tout le temps, c'est de permettre à la personne d'être acteur de sa santé. Permettre. Nous, on fait ça pour faciliter. Être acteur. Ça veut dire quoi être acteur de sa santé? Ça veut dire qu'en face, on a arrêté d'être acteur, on est juste des consommateurs. Un des gros problèmes de la médecine telle qu'elle est proposée aujourd'hui, c'est que c'est un bien de consommation. Et donc après, peut-être ça sert des gens, peut-être ça sert des intérêts. Mais aujourd'hui, on vous vend de la médecine comme on vous vend une voiture, comme on vous vend n'importe quoi, comme on vous vend du mauvais cinéma, comme on vous vend tout. Sauf que c'est du prêt-à-porter. Et le prêt-à-porter, des fois, ça coince aux entournures. Et c'est pas ça dont vous voulez. Et on n'imagine pas aller voir un garagiste qui nous dise « Mais vous êtes sûr que vous avez besoin d'un lecteur CD dans votre voiture? Vous avez besoin d'une clim? Vous pourriez pas prendre une motorisation un peu plus faible ?» Des fois, on aimerait qu'un médecin nous dise ça. Nous dise
Vous pouvez, au lieu d'en faire toujours plus, au lieu de rajouter toujours plus de médicaments, on peut en enlever. On va écouter, on va voir qui vous êtes, vous allez vivre simplement et vous allez vivre bien. Et la bonne nouvelle, c'est que ça vous coûtera moins cher et que vous ne serez pas obligé d'aller bosser pour acheter une belle voiture. Et ben la santé, c'est pareil. Si on veut résoudre les problèmes de désertification médicale, c'est un des besoins qu'on a aujourd'hui. On ne va pas pouvoir répondre à tous les problèmes si on reste tous consommateurs. Mais on a un patient qui vient pour un rhume, et ben oui, on peut lui mettre 3 médicaments, c'est super, je suis un super toubib. Ou alors on peut l'écouter, écouter son inquiétude, se dire qu'on est là pour le rassurer, éventuellement lui dire ce qu'il va falloir surveiller. Et ce qui est merveilleux, c'est qu'au moins, il n'aura plus besoin de venir nous voir pour ça. Consommer, arrêter de consommer, devenir acteur de sa santé. Et la santé, c'est quoi? C'est pareil, il faut définir un tout petit peu tout ça, et puis après, faudra que j'accélère pour vous parler de ce qui nous réunit. La santé, moi j'aime bien les définitions de l'OMS, l'état de complet bien-être physique, mental et social. Et pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc oui, on l'a dit, la santé c'est tout. La santé c'est tout. Dans les raisons d'être qui viennent après, donc on rappelle celle-là, permettre, juste faciliter. Juste on est là pour que ce soit possible. Rendre possible le fait qu'une personne soit acteur de son état de complet bien-être physique, mental et social. Et puis derrière, il y a d'autres besoins qui viennent, un besoin de transmission, pouvoir former. Alors former les personnes, ça c'est nécessaire pour qu'elles puissent devenir actrices. Et puis former les soignants aussi, former les thérapeutes, former ceux qui prennent soin des autres. Échanger nos connaissances. Derrière, en fonction des réseaux, il y a des choses qui vont pouvoir venir. Certains réseaux vont se former pour répondre à un autre problème, à un autre besoin qui est le besoin matériel. Pouvoir rétribuer justement les professionnels qui proposent des soins. Voilà. Ça, c'est pas chez tout le monde. Mais il me semble qu'il faut aussi le mettre quand même en avant. Donc on a fait le quoi. Maintenant, c'est qui? Qui s'occupe de tout ça? Et là, c'est encourageant et je vous en parle pour vous dire, il y a des gens qui font ça. Et pour vous dire peut-être que vous allez pouvoir le faire aussi. C'est-à-dire, vous avez envie de changer les choses, chacun va le faire. Le colibri. Moi, je fais ma petite part. Alors, on s'est intéressé déjà aux porteurs de projets, au départ, des fois. Alors, ça peut être quelqu'un qui est déjà habitué à tout ça, quelqu'un qui fait déjà de la santé un petit peu autrement depuis très longtemps, quelqu'un qui a déjà la fibre, qui est déjà entrepreneur, et qui tout seul va pouvoir porter un projet et ensuite associer des personnes. Ça peut être une structure très verticale, en se disant, moi je vais construire, je suis le leader, mais très rapidement on s'entoure de personnes qui peuvent nous épauler. Et puis des fois, ça fonctionne sur des équipes, des personnes qui décident de travailler ensemble. Alors, assez souvent dans ces cas-là, on a un soignant qui aime son métier, qui a envie de proposer quelque chose, mais qui est un peu un handicapé de l'entrepreneuriat. Parce que je vais vous dire quelque chose, c'est que les médecins sont des très mauvais entrepreneurs, et souvent, ceux qui ont cette fibre du service, on a du mal à construire. Voilà. Nous, on sait bien faire la petite main. Nous, on est le mec qui a la plonge derrière. Mais il va falloir quelqu'un quand même pour organiser la vaisselle. Et donc, ce qui marche bien, c'est quand on a d'un côté un soignant, et de l'autre côté, voilà, quelqu'un qui a envie de défendre cette santé, cette façon de soigner autrement, parce qu'il l'aimait, parce qu'il a découvert pour lui quelque chose de chouette qui lui a changé la vie. Va vite se poser la question de savoir quelle structure on va mettre en place. Alors les structures, c'est encore une fois, je le développe pour que vous sachiez que ça existe et que des gens ont pensé à ça, et peut-être que ça vous ôte une épine du pied. Il y a des gens qui fonctionnent en ASSO 1901. L'ASSO 1901 a la possibilité d'être reconnu d'utilité publique, et ça permet d'avoir des avantages fiscaux. Il y a une possibilité d'avoir un fonds de dotation qui va être adossé à l'ASSO 1901. Ça, c'est des considérations très compliquées, mais retenez en tout cas qu'il y a des gens qui ont déjà pensé au problème et qui vont pouvoir réfléchir avec vous sur les solutions. Et ça, c'est aussi l'intérêt de ce qu'on propose. On n'est pas juste là pour regarder, on est là aussi pour proposer. Et très rapidement, on va proposer de mettre tout ça en commun. La question du qui, elle se pose aussi sur quels sont les professionnels derrière tout ça. Donc, des médecins qui ont envie d'une santé autrement, ok, c'est cool. Les paramédicaux. Et puis, des gens qui vont vivre déjà le soin un peu différemment. L'idée, ça va être aussi de faire se rencontrer justement ces gens qui ont une santé un peu plus classique. L'intégratif, il est là, c'est la médecine classique et toutes les autres médecines.
On a parlé tout à l'heure de la vérité. Hein, quand on dit que la médecine doit être une science, oui, on est tous à la recherche de la vérité. Mais la vérité, on ne peut pas... Moi, je pense, ça m'est personnel, hein, c'est que la vérité, elle est une. Elle n'est pas relative. Chacun n'a pas sa vérité. Mais notre vérité, elle est au milieu et on va tous la regarder de notre point de vue. Et si vous prenez un dé, moi je vois un 1, en face, vous allez voir un 6. Si je me tourne un petit peu, je vais voir un 1, un 3, un 5. C'est super, il n'y a que des chiffres impairs sur un dé. Vous allez me dire, mais non. Et donc on a besoin d'être plusieurs pour proposer de ça. Et c'est ce qu'on va faire. La question du qui, après, c'est à qui est-ce que ces réseaux s'adressent? Est-ce qu'on va vouloir sauver le monde? Est-ce qu'on va proposer ce soin différent, cette santé de demain? Est-ce qu'on va pouvoir la proposer à tout le monde? Ça peut être l'objectif. Mais peut-être qu'au départ, on va avoir un fonctionnement un peu plus communautaire. Et ça peut déjà être un premier pas. Se dire, on s'est rencontrés dans Réinfo, c'est super, on a un bon groupe, mais maintenant, moi j'ai besoin. Moi je suis médecin, mais là je vais avoir besoin de parler parce que j'en ai gros. Et parce que, depuis quelque temps, je suis un petit peu cassé, j'ai plus d'empathie, j'arrive plus à écouter les autres. Je savais le faire avant super bien, ça me faisait beaucoup de bien. Mais là, mon stock d'empathie est vidé. Il va falloir qu'on m'écoute un petit peu. Là, je me rends compte que l'autre qui est à côté, qui a pas de diplôme reconnu par un grand universitaire comme moi, ça va être l'oreille qui à un moment va recharger mon stock d'empathie. Comment on va faire tout ça? Eh ben, se pose la question du parcours patient. Et là, chacun va développer un peu son parcours patient. Alors, il y en a qui vont rester très médecin centrés. Oui, il faut un accueil par un médecin parce que sinon on va avoir des soucis. C'est très bien, pourquoi pas. Un médecin qui soit ouvert aussi, un médecin qui est aussi reçu un petit peu. On disait tout à l'heure, la transmission et la rencontre. Un médecin qui sache un petit peu qu'il y a autre chose que sa vision des choses. Qui est en tout cas eu la possibilité d'être suffisamment ouvert pour savoir que en face on a un hypnothérapeute, on a un naturopathe, on a un homéopathe, on a un énergéticien, qui va pouvoir proposer quelque chose que moi je sais pas faire. Et tout notre rôle va être de mettre, encore une fois, on n'est pas dans la prise en charge, on est à dire, on va proposer au patient. Donc, le médecin ou la personne à l'accueil, parce que des fois c'est l'accueil aussi par un non-médecin, va proposer, pourquoi pas, une prise en charge. Des fois, le mode d'entrée, ça va être une formation. On va faire un thème. Tiens, le diabète. On va faire une conférence, on va faire une semaine dans mon institut où on va parler du diabète, où vous allez découvrir des patients qui parlent, des gens qui souffrent de cette maladie, ou des gens qui ont appris à vivre en ayant cette maladie, encore mieux, qui vont vous apprendre à vivre avec votre maladie. Tic-tac-toc, faut que je me dépêche, j'imagine. Va se poser aussi la question du modèle économique, et tout ça, ça va dépendre aussi de vos choix. Si dans vos raisons d'être, c'était de pouvoir permettre aux soignants de pouvoir vivre de son art, de pouvoir vivre de son service, de pouvoir vivre de ce qu'il propose, il va falloir de l'argent. Comment vous inscrivez ça? Est-ce que vous êtes dans une logique entrepreneuriale? Et ça peut être très bien. Et aujourd'hui, je peux vous dire que les structures qui sont les plus avancées, c'est des structures en logique entrepreneuriale, parce que finalement, on a déjà une maquette, on a un exosquelette que tout le monde connaît, c'est beaucoup plus facile. Et puis, ou peut-être que vous allez vouloir proposer quelque chose de complètement différent. Moi, je veux pas d'argent. Je suis caritatif, je vais donner. Je suis médecin, et tout ce que je veux faire, c'est de pouvoir donner. J'ai confiance. Le jour où j'aurai besoin d'être hébergé parce que je vais quelque part, on va m'héberger. Le jour où j'aurai besoin qu'on répare mon robinet, on va réparer mon robinet. Ça marchera très bien. Donc, d'autres gens y ont pensé. Encore une fois, si je vous parle de tout ça, c'est pour vous dire, il y a d'autres possibilités. Des gens y ont pensé. Et quand vous vous lancerez, des choses vont exister. Et la question, justement, quand vous vous lancerez, c'est la dernière question que je vais développer, c'est le quand. Vous connaissez tous cet adage. C'est quand le meilleur moment pour planter un arbre? C'est il y a 30 ans. Mais on revient pas il y a 30 ans. Donc le meilleur moment juste après, c'est maintenant. Et si c'est pas maintenant, c'est quand tu seras prêt à planter un arbre. Et sois pas trop pressé pour récolter les fruits. On en a tous, voilà, on a tous des besoins. Il y a un truc qui va pas dans ce monde. Et on est tous pressés que ça marche. Et vous dites, oui, vous nous parlez de ces réseaux de soins. Et quand est-ce que moi je peux y aller? Quand est-ce que je peux être soigné correctement? Parce que je suis pas soigné correctement. Et je suis malheureux de pas être soigné correctement. Prenez le temps. On vit dans un monde à 200 à l'heure, on a des médias en permanence, des informations en permanence, on a une nouveauté qui chasse une nouveauté, qui chasse une nouveauté. Moi, je lutte pour que les gens soient bien soignés, puis je lutte pour pas qu'ils soient vaccinés avec cette cochonnerie, puis je lutte pour que je lutte, et je me fatigue. Alors je m'arrête, je souffle, je contemple parce qu'il y a plein de choses très très belles qui peuvent m'inspirer,
je regarde les choses qui vont pas, et ensuite, je crée. Ça prend du temps, mais c'est pas grave. Et chacun peut le faire. Son petit colibri, sa petite goutte d'eau. On a donc créé une autre santé qui va mettre tous ces acteurs en lien, toutes ces structures en lien. Et le but, ça va être de dire, voilà, vous êtes un petit peu avancé, vous pouvez être le grand frère. On a ici Covid Soin 31, vous pouvez dire Cocorico parce que Covid Soin 31, c'est vraiment notre pionnier dans Covid Soin, qui ont déjà commencé cette amorce de dire, on veut pas juste traiter des Covid, on veut soigner les personnes. Et ils vont nous apprendre. On a les oasis pleine santé qui commencent à se créer, qui tombent dans certains écueils et c'est très bien parce que comme ça, nous, on sait qu'il faut faire attention. On sait que si on veut que le patient soit acteur, on sait que si on veut que le patient ait son mot à dire, eh ben, il faut faire attention aussi de pas faire une structure trop rigide qui enferme trop les gens. Il y a ce principe de subsidiarité qui est tout ce qu'un échelon inférieur quelqu'un peut faire, il n'y a pas de raison que l'échelon supérieur le fasse. Un patient peut se soigner lui-même. À ce moment-là, il vient pas voir le médecin. Un médecin a pas besoin d'envoyer un patient à l'hôpital. S'il peut le gérer, l'hôpital a pas besoin, etc. Et donc tout ça, on va apprendre. Merci en tout cas. Et puis à bientôt pour la suite. Merci beaucoup Greg, c'était vraiment super intéressant. Moi en tant que thérapeute, en tant que médecin, j'ai vraiment bu tes paroles parce que c'est exactement ça que je pense que l'on a à faire tous ensemble. Et on va commencer les questions-réponses et un petit peu débattre aussi entre nous. Et j'aurais aimé, pour prendre le relais de ce que vient de dire Greg, que le docteur Romain Dupont prenne la parole. C'est le responsable de Covid Soin 31 dont vient de parler Greg. Non, c'est bon. Ouais. Alors, franchement, on a eu beaucoup de chance dans le 31 parce que on a un groupe Covid Soin qui est très riche de diverses personnalités, de diverses professions. Mais si la mayonnaise a pris, sincèrement, je le dis à chaque fois qu'on se réunit, c'est d'abord et avant tout grâce à Romain, pour une raison. Il y a plusieurs raisons. D'abord, il est sympathique, il est intelligent, mais surtout, non, c'est vrai, il va avoir un peu les chevilles qui gonflent, mais c'est pas grave. Mais surtout, il n'avait rien à vendre. Et ça, c'est vraiment la chose la plus importante. Il ne s'est jamais mis en avant, il n'est pas là pour lui, il n'est pas là pour se vendre, et il a beaucoup de bienveillance dans la gestion, parce que gérer un groupe, c'est jamais simple. La première réunion, on était 14, la dernière, on était 75, voilà, de soignants et accompagnants, on va dire, et vraiment, je trouve cette expérience formidable. Ce n'est que le début et c'est intéressant d'avoir à la fois son témoignage, qu'est-ce qu'il attend peut-être aussi, c'est-à-dire comment il a vécu ces choses-là, pour que vous puissiez comprendre. On a soigné avec Covid 61, on en est à combien? Plus de 600, oui. Bon, plus de 600 personnes qui ne trouvaient pas de thérapeute pour les soigner, donc voilà. Et voilà, quoi pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut attendre qu'est-ce qu'on peut faire demain? Je te laisse la parole, Romain. Merci Eric pardon. Merci Eric pour tout le discours. Merci aussi tous ceux qui participent à Covid Soin 31 parce que en fait c'est moi qui parle mais j'ai vraiment pas l'impression d'être personnellement Covid Soin 31, c'est plus tous les soignants, tous les citoyens,
tous les thérapeutes qui participent, qui font le réseau plutôt que moi. Si je dois dire quelques mots, en premier, c'est l'énergie qui s'est dégagée au tout départ, une énergie de traumatisme, puisque la première réunion était en octobre 2021, et qui a réussi à émerger en quelque chose de positif, pour que on crée un petit quelque chose. C'est une énergie qui est tellement forte que c'est une énergie qui est surtout peut-être en ce moment une énergie de frustration de ne faire que ça, mais de faire déjà ça. Moi, je le vois plutôt comme ça. C'est une énergie qui bouillonne parce que toutes les personnes qui composent le collectif, en tout cas du 31, sont autonomes et avec leurs propres envies, leurs propres capacités à réfléchir, leurs propres idées, et ne sont pas en train de suivre ce que j'aurais à leur dire. Et c'est ça que je trouve le plus passionnant là-dedans, c'est que chaque jour on se dit, ah oui, tiens, ça, cette idée, il faut la garder, et elle vient surtout pas de moi. Voilà. Une autre facette de ce Covisoin, c'est ce que j'espère qui se développera, le contact avec les patients, qui, pour une fois, on sait vraiment ce que les gens deviennent. C'est-à-dire que on a un contact qui est pas, enfin, moi je suis médecin hospitalier, et j'ai à la fois la chance et la malchance d'avoir la consultation de médecin hospitalier qui se fait une fois de temps en temps, mais pas très souvent. Et donc je sais parfois ce que les gens deviennent, mais la plupart du temps je le sais pas. Et en plus je ne le sais qu'à travers mon propre regard. Et au contraire, dans l'initiative de Covisoin, il y a ce côté remarquable que on sait ce que les gens deviennent de façon multiple, parce qu'ils ont été en contact avec plusieurs personnes, parce qu'ils nous rappellent, parce qu'on les rappelle, parce que après éventuellement ils veulent participer, parce que 3 mois plus tard ils nous donnent des nouvelles, et finalement on arrive peut-être un peu à percevoir qu'est-ce qui s'est passé pour eux, et peut-être à retenir qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce qu'on doit continuer à faire, et puis qu'est-ce qu'on peut construire. J'espère que ça se transformera plus tard en un réseau qui fasse vraiment participer à part égale les soignés et les soignants, sans qu'il y ait vraiment plus de distinction. Mais ça reste encore un projet plutôt qu'une réalisation. Qu'est-ce que je peux dire encore? Côté patient, j'ai l'impression que c'est une satisfaction pour beaucoup d'entre eux, même si tous, évidemment, tous ne s'en sont pas sortis. C'est difficile à dire, mais en tout cas, il y a des patients avec des vécus plus ou moins positifs ou négatifs de leur maladie, mais c'est un vécu relationnel qui est positif, qui est vraiment profondément positif. Et je sais pas, en tant que médecin, j'ai peut-être trop accepté que finalement, il y a des gens qui sont parfois cassés par la maladie, et que la seule chose que je peux leur apporter, c'est le lien. Et alors là, je peux vous dire que le lien, il y a été et il y est, par tous les intervenants avec qui le patient est en contact. Voilà. Encore une... Louis, toi qui es à l'origine de Covisoin, c'est toi qui as conceptualisé, parce que Louis est un formidable personnage pour conceptualiser des idées, et il fait ça tellement vite. Et moi, j'ai adhéré tout de suite au projet Covisoin, et évidemment, dans le 31, on a été ravis que Romain prenne le leadership, mais vous voyez, avec beaucoup d'humilité, et c'est pour ça que ça a marché. C'est parce qu'il y a vraiment, on est un vrai groupe, et il n'y a pas une personne qui veut absolument tout régenter, et ça, je trouve ça formidable. Quels sont tes commentaires entre les commentaires Ouais, d'abord un grand merci à Covisoin dans son ensemble, et puis à Covisoin 31, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont été soignés du Covid, alors que on leur disait paracétamol et bonne chance par ailleurs. Et donc on a reçu un nombre très impressionnant de remerciements, de gens qui on a toujours été bien accueillis. Effectivement, on s'est forgé une relation entre les soignants et les soignés qui est très différente de
faut que j'aille chez le généraliste, me faire renouveler mon ordonnance ou faire un certificat pour tel truc. Non, non, là, on est vraiment dans ce lien d'accompagnement qu'on pouvait retrouver chez le médecin de famille d'antan, mais qu'on retrouve aussi dans les ethnomédecines au sens large. L'autre jour, on était avec Jean-Dominique à un congrès d'ethnomédecine, et c'était très touchant de voir qu'à chaque fois, chez tous ces ethnomédecins, qui soient des médecins tibétains de Dharamsala en exil avec le Dalai Lama, des médecins ayurvédiques à Pondichéry, des druides celtiques, des guérisseurs africains, il y avait une préoccupation profonde pour le fait que quand quelqu'un est malade, c'est tout le groupe qui est malade. Et si je peux pas me contenter de guérir une seule personne ou de soigner une seule personne. Puis ils ont tous des prétextes, des préceptes qui reviennent à la médecine hippocratique, qui est, avant de commencer à vouloir guérir quelqu'un, est-ce qu'il a commencé par renoncer à ce qui le rend malade? Parce que sinon ça marchera pas. Et notre société est peut-être collectivement en train de commencer à renoncer à ce qui la rend malade, et on est les premiers. Donc il commence par y avoir un manque, il commence par y avoir un deuil, il commence par y avoir une détresse. Il y a beaucoup de gens qui viennent nous voir en disant « Mais comment je vais faire si je dois être transfusé? Et comment je vais faire pour le dentiste? Ah, je suis allé à l'hôpital, j'avais pas de passe, je me suis fait jeter. Je suis allé chez mon généraliste, il y avait marqué sur sa porte qu'il voulait pas nous recevoir. » Il y a ce deuil et cette détresse, et puis il y a tous ces gens qui essayent, qui commencent à essayer d'aller dans le réel. Et pour tous ceux qui connaissent la permaculture, les projets qui sont le plus fructueux pour le moment, c'est ceux qui sont composites, hybrides, qui prennent de manière différente, qui cherchent pas à contrôler, à tordre le jardin, à tordre le système de santé pour imposer quelque chose, mais qui font avec ce qu'ils ont sous la main. J'ai des naturopathes, j'ai un acupuncteur, j'ai un médecin généraliste, j'ai un infirmier, j'ai un prestataire de services en oxygène. Allez, on va faire avec ça. On va mettre en lien. Et puis ensuite, j'ai 650 personnes. Ok, comment on fait pour même faire un modèle économique où il y a du troc, du don, de la monnaie locale, de la june, des monnaies comme le jardin d'échange universel, et puis le minimum d'euros pour arrêter de nourrir le monstre. Le minimum d'euros à donner aux multinationales. Et émergent des choses aussi étonnantes qu'au Vissoin 31. Mais je vais vous raconter une autre histoire qui est celle du domaine arc-en-ciel du côté de Dole. Domaine arc-en-ciel, c'est quoi? C'est un jeune homme de 35 ans avec toute son équipe, ils sont 8. Ils ont fait une école de naturopathie il y a 10 ans. Cette école marchait plutôt bien et là ils ont décidé d'acheter un château avec 8 hectares. Ils achètent le château avec 8 hectares et ils font une école de naturopathie, ils savaient le faire. Mais ils ouvrent un centre de soins, de santé intégrative, des généralistes, des naturaux, d'autres encore, d'autres choses, pas juste des naturaux. Ils ouvrent un centre de recherche en se disant, on soigne comme ça, mais il faut qu'on évalue ce qu'on fait. Est-ce que ça marche vraiment? Donc on va se forcer à donner du biscuit scientifique pour savoir si c'est correct. Donc ils convoquent d'autres professionnels, des universitaires, des chercheurs. En même temps qu'ils font ça, ils disent c'est bien, mais soigner, on peut pas se contenter de faire ça. Ça concerne toute notre société, comme disait Jean-Dominique. On va accueillir des personnes âgées. Et ils font une sorte d'EHPAD, mais pas en mode EHPAD, 35 patients, une aide-soignante, les toilettes en moins de 10 minutes, et puis on torche le truc. Non, non, non. 10 personnes qui sont là, des aînés, ça a un sens. Et en même temps, en face, ils mettent une école élémentaire et une école maternelle. Et puis ils mettent un restaurant où tout ce petit monde mange ensemble. Et puis pas les enfants dans un coin et les personnes âgées de l'autre, mais non, intercalés les uns avec les autres. Et puis le domaine de 8 hectares ouvert à tous ceux qui veulent venir pour animer quelque chose. On n'est pas entre nous, on est ouvert sur le monde et sur la société. Cette initiative-là, elle est en cours, elle est en train d'exister. Et les personnes qui en sont à l'origine, c'est 8 personnes qui ont moins de 35 ans, ils sont jeunes, ils sont beaux, ils sont intelligents. Ils ont envie de soigner, ils ont envie de le faire de manière intégrative et permacole. Mais vous savez quoi? Ils se sont déjà pris 3 redressements fiscaux. C'est honteux, c'est honteux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va y avoir de la résistance. Mais pourquoi pour le moment ils ont 3 redressements fiscaux? Pourquoi quand le président de la Comcom arrive, il fait d'emblée « Oh là là, mon copain médecin dans ma loge, il va voir ça d'un mauvais œil. Oh là là, mon pote qui a une école là-bas, 2 villages du coin, il va voir ça d'un mauvais œil. » Parce qu'ils ont peur. Comme d'habitude, ils ont peur. Les gens qui ont peur, faut pas leur crier dessus. Faut pas leur taper dessus. Faut les aider.
faut les accueillir, faut les rassurer et attendre qu'ils soient prêts. Toutes ces institutions sont en train de s'effondrer. Toutes ces institutions vont s'appauvrir à une vitesse encore plus rapide que nous, citoyens, nous sommes en train de nous appauvrir. 10% d'inflation. Des mesures à la con dans une guerre à la con qui vont nous revenir en pleine gueule et détruire notre système de manière très efficace. Très bien. C'est nos institutions qui en souffriront en premier. Et tous ces gens qui sont là en train de faire des redressements fiscaux, des contrôles, qui ont peur pour le futur, en fait n'auront d'autre choix que d'aller vers ces propositions d'institutions désirables. Donc aujourd'hui, il y a une école comme ça. Mais si demain il y en a 1000, ça s'arrête jamais. Or, on peut le faire. C'est-à-dire que là, vous prenez 600 personnes. Votre épargne est en train de fondre. Vous êtes tous d'un certain âge. On déplore souvent qu'il n'y ait pas beaucoup de jeunes. Mais si on a prévu pour nos retraites, pour nos enfants, pour nous, un livret A, un LDD, un je sais pas quoi, tout ça est en train de disparaître en fumée. Le litre de super est à 2,20 €. L'argent doit circuler. L'argent doit vivre. S'il ne circule pas, il thrombose. 600 personnes fois 10 000 €. Combien ça fait? Qu'est-ce qu'on est capable de faire? Combien de châteaux on est capable d'acheter? Combien de centres de naturopathie on est capable d'ouvrir? Combien de centres de santé, de petits hôpitaux on est capable de créer pour tout ce que ne font plus les urgences, l'hôpital et le reste? Je vous passe le relais, après ce conseil scientifique indépendant et tous les soignants. Nous sommes ceux que nous attendions. Encore une fois, il n'y aura pas de sauveur. Les institutions ne nous sauvera pas. Ce n'est pas parce que vous élirez tel ou tel que ça changera le monde. C'est parce que nous changerons le monde que des gens viendront au pouvoir qui nous représentent.